Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans le droit fil de nos précédentes e-formations. Dans un premier temps, je vais présenter l'association, ses actions, ses projets, ses piliers. Et dans un second temps, on va reparler donc de l'objectif de cette e-formation, du programme, mais aussi des intervenants. Donc, transition toute faite, donc nous aurons avec nous le plaisir d'avoir Marion Bouillot, qui est avocate au barreau de Toulouse, Océane Richard, qui est vétérinaire comportementaliste, et Caroline Videlaine, qui est directrice de la police municipale. Allez, c'est parti. Je vous dis déjà quelques mots sur l'association Les Quatre Patounes. Donc, créée en 2019, nous avons soufflé nos 5 bougies en mai l'année dernière. Nous avons 4 piliers. Donc le premier, c'est d'aider les animaux en refuge et en détresse. Le second, de promouvoir les adoptions de ces animaux en fragilité. Le troisième, de sensibiliser les nouvelles générations. Et sur ce pilier, il y a un chiffre clé, c'est 3200. C'est le nombre d'enfants et d'adolescents qui ont été formés, sensibilisés par l'association Les Quatre Patounes. Nous sommes très heureux le mois prochain donc d'ouvrir notre premier DU de droit animalier avec la fac de droit de Toulouse et l'école vétérinaire. Le quatrième pilier qui nous rassemble aujourd'hui, c'est lutter contre la maltraitance animale. Pour ce faire, nous avons souhaité impliquer l'ensemble des maillons, dont les policiers municipaux, gendarmes et magistrats. Aujourd'hui, avec 37 formations en présentiel, nous avons dépassé les 5600 forces de l'ordre, on va dire, formées. C'est une victoire et ce n'est qu'un début. Il y a encore beaucoup de déplacements sur l'Hexagone de prévus en cette fin d'année et en 2025. Pour aider au mieux les forces de l'ordre à s'impliquer, nous avons souhaité leur offrir une boîte à outils. Une boîte à outils constituée naturellement des formations, mais pas que. Grâce à un partenariat avec l'ICAD, nous avons pu offrir aujourd'hui aux forces de l'ordre plus de 3000 lecteurs de puces, donc qui ont rejoint les commissariats et les gendarmeries partout en France, mais aussi les polices municipales. Nous avons souhaité aller plus loin. Et nous avons pu offrir des laisses et des resquemits pour pouvoir procéder à une ouverture, notamment dans les voitures, quand il y a des animaux en détresse. Un petit outil très pratique. Pour revenir à notre slogan, ensemble nous pouvons les aider, donc nous avons vu que nous essayons de sensibiliser un maximum de maillons, des enfants, des adolescents, des associations, avec notre rendez-vous annuel qui invite l'ensemble des associations pour partager un même niveau d'information, les forces de l'ordre, les magistrats, et aujourd'hui nous souhaitons aller plus loin, un maillon incontournable, dont les maires. Les maires qui se retrouvent par moments, parfois, notamment dans les petites communes, avec des tas d'obligations qui leur incombent, parfois peu de moyens, et donc du coup il nous semblait évident et incontournable de nous adresser à eux aujourd'hui en particulier. Cette aventure, les Quatre Patounes, m'a confortée dans la force du collectif et naturellement dans la vertu de la formation. Notre objectif du jour dans cette e-formation 4 qui s'intitule Pouvoir et devoir du maire en matière de maltraitance animale, dont l'objectif c'est de partager les informations pour donner les outils et que les maires puissent devenir des maillons incontournables et on va dire indispensables donc, pour les infractions de proximité. 34 935, c'est le nombre de communes recensées en 2024 en France. Que va-t-on voir aujourd'hui? Donc un petit programme concocté, rapide. Donc il y a des domaines spécifiques comme l'on pourra le voir, les animaux par exemple nuisibles, mais aussi la procédure chien mordeur, les chiens de catégorie, les animaux en divagation, mais il y a aussi des domaines croisés où interviennent aussi la gendarmerie nationale et la police nationale. On pourra le voir avec tout ce qui est les infractions, les contraventions, les délits. Les policiers municipaux et donc le maire ont naturellement un rôle qui est déterminant. À l'instar de nos précédentes e-formations, nous vous proposons un petit quiz réservé et destiné aux maires de France pour évaluer le niveau de connaissance. Si vous avez 9 sur 10 ou 10 sur 10, l'association Les Quatre Patounes est très heureuse de vous offrir une petite plaque Maire de France, Amis des animaux, avec le tampon Les Quatre Patounes. C'est à vous. On
a parlé dans des différents domaines dévolus au maire, tout ce qui est la procédure chien mordeur, les chiens de catégorie, la divagation, les nuisibles, mais en propos liminaire, donc Marion, avocate au barreau de Toulouse spécialisée en droit animalier, est-ce que tu pourrais nous en dire plus, Marion, sur la base réglementaire et législative finalement? Quels sont les outils et les codes sur lesquels s'appuie le maire? Oui, tout à fait. Tout à fait, Céline. Alors effectivement, on retrouve aujourd'hui des dispositions législatives et réglementaires dans un certain nombre de codes. Les codes essentiellement utilisés vont être le code rural et de la pêche maritime, le code général des collectivités territoriales, mais on retrouvera aussi des dispositions législatives dans le code de procédure pénale, le code pénal, et on se référera majoritairement à l'arrêté du 25 octobre 1982, qui se trouve aussi dans le code de l'animal qui a vu le jour en 2018. Très bien, très complet. Maintenant, je propose que l'on précise, les différentes catégories d'animaux sur lesquels le maire pourrait avoir une obligation. Oui, tout à fait, c'est un élément important de pouvoir aujourd'hui distinguer les catégories d'animaux desquels on va parler. On retrouve aujourd'hui une distinction majoritaire entre les animaux d'un côté dits sauvages et de l'autre les animaux domestiques. Dans le code pénal, on fera surtout référence aux animaux de compagnie, apprivoisés ou tenus en captivité. Ça veut dire qu'on retrouve aujourd'hui une protection accrue autour de l'animal de compagnie, des animaux de rente. Donc sur les animaux de rente, on retrouve les ovins, les bovins, les caprins par exemple. Et également les animaux apprivoisés ou tenus en captivité. De l'autre côté, on retrouve les animaux sauvages qui ne sont pas soumis à la même protection ni aux mêmes dispositions. Et on va retrouver dans cette catégorie notamment les animaux nuisibles avec le gibier et également une protection particulière pour les animaux de laboratoire. Tout à fait, très, très bien et en effet, donc il y a tous ces animaux dans une commune et le maire donc est responsable de tous ces animaux. Nous avons fait dans les précédentes e-formations, on a vu un petit peu le panel et les déclinaisons de ce qu'est la maltraitance animale, tant par l'environnement, donc qui peut générer des souffrances pour l'animal, et comme tu l'as très bien dit, qui est tout bien cadré, notamment dans l'arrêté du 25 octobre 1982, mais pas que, il y a aussi des délits. Donc, est-ce que, dans un premier temps, on peut voilà, revoir un petit peu tout ce qui est l'environnement, les différentes contraventions, les principales, mais pour lesquelles les policiers municipaux qui dépendent du maire et donc le maire lui-même a un certain pouvoir et devoir. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on a un certain nombre d'infractions, contraventions et délits. Aujourd'hui, on n'a pas de crime en matière de maltraitance animale, mais on a un certain nombre de contraventions et délits autour de l'animal. Et ce qui va concerner aujourd'hui les pouvoirs du maire et de la police municipale, ça va surtout être dans les atteintes à l'intégrité de l'animal. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en termes de contraventions, on a notamment les mauvais traitements. Dans le cadre des mauvais traitements, on va se référer aux conditions de détention qui sont au sein de l'arrêté du 25 octobre 1982 et qui ne sont punis du coup que d'une peine d'amende. Alors en matière délictuelle, effectivement, on a le délit aujourd'hui le moins sévèrement réprimé, mais qui était uniquement une contravention avant la loi du 30 novembre 2021, c'est le fait de donner volontairement la mort à un animal, qui est aujourd'hui puni de 6 mois d'emprisonnement et 7 500 € d'amende. Et ensuite, on a une gradation, on va retrouver le délit d'abandon d'un animal, les délits d'acte et sévices de cruauté, et également, depuis la réforme, on retrouve aujourd'hui un délit autonome pour les atteintes sexuelles envers l'animal, aussi appelé zoophilie. Tout à fait. Donc ces délits sont punis, tout au moins la peine encourue, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende, avec des peines aggravées si ça engendre la mort de l'animal, dont 5 ans et 75 000, ou si c'est fait par le propriétaire de l'animal ou le gardien, on est sur du 4 ans et 60 000. Pour revenir aux conditions de détention attendues, donc là qui pour le coup est une C4, une contravention de quatrième classe punie de 750 € d'amende, donc on est bien sur l'abri, dont la niche, qui est obligatoire. Enfin, tous les animaux donc ont droit à un abri, mais pour ce qui nous concerne aujourd'hui, donc c'est l'abri. Un animal, un chien peut être à la tâche, mais quand il a atteint sa taille adulte, elle doit faire un minimum la tâche 3 mètres de long ou 2,50 m si c'est en coulissant, les excréments sortis au quotidien, de l'eau fraîche, de l'alimentation, d'une zone d'ombre, voilà, tout ça est réglementé et naturellement, on le verra tout à l'heure avec Caroline, la police municipale est impliquée dans la lutte contre ces infractions, contre cette délinquance. Très bien. Merci beaucoup Marion. Maintenant, nous allons recevoir Caroline qui va pouvoir compléter l'implication des policiers municipaux et du maire concrètement sur le terrain dans le sujet qui nous rassemble. Bon, à
présent le plaisir donc d'accueillir avec nous Caroline Videlaine, qui est directrice de police municipale. Bonjour Céline. Bonjour, bonjour Caroline. Donc nous venons de discuter avec Marion pour voir un petit peu les délits, les contraventions. À présent, j'ai besoin que tu m'expliques concrètement, quand les collègues de la police municipale sont appelés sur des situations, sur des signalements tels que nous venons de parler, finalement, quel est votre rôle et quelle est la compétence du coup et les pouvoirs du maire en termes de maltraitance animale? Donc le policier municipal, dans le cadre d'un appel pour un signalement ou au cours d'une patrouille, puisque police de proximité oblige, lorsque le policier est confronté à un constat de cette nature-là, il va d'abord chercher à prendre contact avec le propriétaire pour avoir une explication du pourquoi de la condition, qui peut être aussi passagère pour une raison particulière. Et puis ensuite, si cette discussion ne mène à rien, et de toute façon, le policier municipal va systématiquement rédiger un rapport de constatation décrivant la situation au plus précise, avec prise de clichés photos, si besoin était, décrivant les conditions de vie de l'animal, de la tâche ou de détention. Très bien. Et donc ce rapport après est transmis? Alors, ce rapport est transmis à plusieurs personnes. La première, ce sera le maire, puisqu'il est effectivement l'officier de police judiciaire de la collectivité. Il est le premier magistrat de cette ville. Et ensuite, le rapport est transmis à l'officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie, selon le territoire, pour le suivi du dossier. Très bien, mais là on parle du coup d'animaux qui ont des droits. Donc souvent les animaux de compagnie, chat, chien, lapin, furet, voilà, tous ces animaux qui ont des droits plutôt confortables. Tous les animaux n'ont pas les mêmes droits. Et là on en vient aux nuisibles. Alors, les punaises de lit, les blattes, les puces, les chenilles processionnaires, les rats, les insectes, les pigeons, les guêpes, les abeilles, les frelons, toutes ces petites bestioles n'ont pas les mêmes droits que les précédents, mais aussi le grand gibier, la faune sauvage, tout ça, donc le maire a un pouvoir de régulation. Tu peux nous en dire un peu plus? C'est ça. Donc on régule la population de ces nuisibles au pouvoir général du maire, de l'article 22-12 du Code général des collectivités territoriales, et notamment de sa police spéciale de la salubrité publique. Notamment, on va parler essentiellement, ce qui peut générer beaucoup de problématiques sont les pigeons, ce sont les rats. Qui par les déchets et autres, vont proliférer au sein des centres-villes et générer bien évidemment maladies et épidémies au cas où. Alors, en parlant de régulation des flux et des naissances, tu me confirmes ou pas, hein, tu me dis, j'avais entendu que certaines mairies investissaient dans des nichoirs stérilisateurs, ça s'appelle les œufs étaient stériles, c'est ça? Alors, il y a plusieurs façons de réguler. Exactement. Dans le principe de la régulation de ces nuisibles-là, on parlait un peu de bien-être animal, en tout cas de diminuer la souffrance en tout cas de ces animaux-là, notamment pour les pigeons. On va parler de pigeonniers stérilisateurs où on va stériliser les œufs pour éviter que cela ne donne naissance à des bébés pigeons. Et puis pour les rats, bien évidemment, un certain nombre de produits sont interdits depuis quelque temps qui génèrent de la souffrance animale, mais pour autant le maire a l'obligation de réguler ces populations. On parle de pigeons, une question me vient à l'esprit. Est-ce qu'on a le droit de nourrir des pigeons en qualité de particulier? Alors, bien souvent, les maires prennent un arrêté municipal sur leur collectivité pour interdire le nourrissage des pigeons, puisque par définition, qui dit nourrissage de pigeons dit nourriture au sol, qui dit nourriture au sol dit prolifération d'autres nuisibles tels que les rats. Oui, tout à fait. On vient de parler du coup de toutes les nuisances. Dans ce fil conducteur, j'allais parler des aboiements. Qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Alors également, le maire, là, prend toute son importance dans le principe de réguler les nuisances sonores, les troubles anormaux du voisinage et les abois intempestifs de chiens. Par définition, lorsque vous avez un chien qui aboie toute une journée, ça devient très compliqué pour le voisinage de supporter. Et bien souvent, l'usager, le citoyen, va venir s'adresser au maire pour régler cette problématique. Et effectivement, ça fait partie de son obligation au niveau de son pouvoir général de police sur la tranquillité publique.
Très, très bien. Quand on parle de tranquillité publique, je pense aussi à la divagation. Mhm. Je pense que le maire est responsable de tous les animaux divagants, petits et grands. On parle de chiens, mais aussi bon, des chats, pourquoi pas. Mais ça peut être aussi des troupeaux. Comment ça se passe? Et au-delà de ça, tu m'arrêtes si j'ai tort, mais j'ai cru comprendre qu'il était aussi responsable de ramasser les animaux décédés. Alors, le maire a également cette obligation-là, comme quoi il est effectivement en charge de beaucoup de choses. L'errance et la divulgation des animaux et de sa compétence. Et chaque maire est tenu de pouvoir mettre les dispositions et les moyens en œuvre pour pouvoir faire cesser ces divagations qui peuvent être dangereuses, qui peuvent créer des accidents de la circulation. Des animaux peuvent aussi mordre en ce sens-là. Donc le maire a cette obligation-là qui amène de saisir, de récupérer l'animal, de le mettre en fourrière. Alors justement, la fourrière, tu peux nous en dire un peu plus? Comment ça se passe? Concrètement, un policier est appelé, il y a des chiens ou des vaches, on va dire, en divagation. Je pense il doit avoir, c'est ça, un système de capture et un système de garde. Et si j'ai tout retenu, c'est 8 jours. Alors, le maire a l'obligation de pouvoir prendre les moyens. Alors, souvent, c'est externalisé pour pouvoir saisir l'animal, soit au moins de la métropole qui peut créer un système de capture d'animaux en ce sens-là. Et ensuite, les animaux, que ce soit chiens, moutons ou autres, ovins, équins, sont ramenés dans le statut de la fourrière. Donc, bien évidemment, un chien est plus facile à détenir que, par exemple, un troupeau de moutons, comme tu viens de le dire. Et en cela, les animaux vont être stockés dans ce qu'on appelle un lieu de stockage qui assurera au moins les besoins minimums de l'animal, de biologie, physionomie et compagnie, pour que cette durée puisse durer 8 jours. C'est ça, dans le but de retrouver son propriétaire. Le but, pendant ces 8 jours, de mettre tout en œuvre, et le maire en a l'obligation pour retrouver, identifier le propriétaire et le contacter, puisque bien évidemment, ces frais-là seront à la charge du propriétaire s'il est identifié. Et ils s'ajouteront donc à l'infraction de la divagation, qui est une C2. Exactement, Voilà. pour un montant de 150 euros. D'où l'importance de l'identification, qui est obligatoire naturellement, et la peine encourue, c'est 750 euros d'amende. C'est une contravention de 4e classe pour les chats et les chiens notamment. Ça permet de lutter contre les trafics d'animaux, mais aussi contre les vols et naturellement la divagation. L'intérêt de l'identification, que ce soit par tatouage ou par puce électronique, alors ça ne va pas être de tracer où va l'animal, contrairement à ce que parfois certains croient, mais ça va être davantage donc de pouvoir retrouver le propriétaire dans le sens où, en passant donc un lecteur de puce, que ce soit des vétérinaires, des refuges animaliers, des policiers municipaux, gendarmes, ont accès aux fichiers ICAT sur lesquels sont mentionnées la petite, on va dire la fiche d'identité de l'animal, mais pas que, les coordonnées de son propriétaire, dont l'adresse postale, les coordonnées mail et les coordonnées téléphoniques, ce qui est très pratique pour retrouver, pour faciliter donc cette rencontre. Très bien. Merci beaucoup Caroline, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur tout ce qui est les animaux en divagation, les animaux nuisibles, comme tu le dis très bien, beaucoup de choses incombent aux maires. En parlant d'animaux en divagation, on pense aussi aux chats libres. Marion nous dira tout à l'heure, complétera avec l'apport de la loi de 2021 qui encadre et qui invite le maire donc dans une convention tripartite. Elle nous dira tout à l'heure. Je te remercie beaucoup Caroline. Je t'en prie Céline. Transition toute faite, nous venons de parler des animaux divagants et donc spontanément, on ne peut pas ne pas parler des chats libres. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Que prévoit la loi sur justement ces chats libres? Oui, tout à fait, Céline. On a parlé déjà de la réforme du 30 novembre 2021, qui est la loi qui a apporté justement en la matière l'introduction du dispositif chat libre. Alors, ce qu'on appelle le dispositif chat libre, ce n'est pas une obligation, mais c'est une suggestion très forte qui est faite aux communes aujourd'hui de procéder à une convention tripartite, ce qu'on appelle, entre les maires, une association de protection animale ainsi qu'un vétérinaire ou une clinique vétérinaire pour pouvoir procéder à la capture des chats errants, la stérilisation, on les nourrit et on les relâche dans la nature, mais cette fois-ci du coup avec une stérilisation très opportune permettant d'éviter la prolifération.
Donc cette convention tripartite permet de déterminer notamment le fonctionnement, les honoraires, etc., des vétérinaires, de l'association et de la capture et du relâchement des animaux. Je te remercie beaucoup pour toutes ces précisions. Donc, on est exactement sur la capture, la stérilisation, l'identification, le prévoir de relâcher au même endroit et naturellement le nourrissage qui est assuré par l'association. On peut vraiment faire un petit clin d'œil à Corinne Vignon pour l'énergie qu'elle a pu mettre dans ce combat et les fonds qui ont été déclenchés. Voilà, donc tous les maires peuvent prétendre tout au moins à déposer un dossier pour avoir justement des fonds dans ce cadre-là. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir, merci. Nous avons le plaisir de recevoir Océane Richard, une incontournable dans nos e-formations et dans nos formations en présentiel. Merci vraiment Océane d'avoir pu te rendre disponible. J'ai plein de questions à te poser sur 2 thèmes. Tu sais que les maires sont responsables de tout ce qui est les animaux, les chiens de catégorie, mais aussi tout ce qui est les animaux mordeurs, que l'on appelle communément la procédure chien mordeur ou griffeur. Allez, les chiens de catégorie. Qu'est-ce que c'est un chien de catégorie? Tu veux nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc en fait, depuis le 6 janvier 1999, une loi a été créée sur les chiens de catégorie dits dangereux. Donc il existe 2 types de catégories. Les chiens dits d'attaque, qui sont des chiens de première catégorie, et les chiens dits de défense, qui sont des chiens de deuxième catégorie. Les chiens dits d'attaque de première catégorie regroupent des chiens qui n'ont pas de pédigré, donc qui ne sont pas inscrits au LOF, au livre des origines françaises. Donc on va avoir les chiens type American Staffordshire Terrier, donc plus communément appelés Pitbull. On va avoir les chiens de type Tosa et les chiens de type Mastiff, donc appelés plutôt Boerbull. Et dans la deuxième catégorie, là, on va retrouver des animaux plutôt LOF, donc inscrits au livre des origines françaises avec un pédigré, donc des chiens de race American Staffordshire Terrier, des chiens de race Tosa et des chiens de race Rottweiler, mais également de type Rottweiler, donc qui ressemblent à des Rottweiler, mais qui ne sont pas inscrits au LOF. Quand on parle de ces morphotypes, je pense spontanément aux bully et aux staffy, qui ne sont pas des chiens de catégorie. Et pour autant, si on regarde le bully, le XXL, il est plus Tout à gros fait. qu'un staff. Tu veux nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, tout à fait. Alors, autant l'American Bully n'est pas reconnu en France, c'est une race qui existe aux États-Unis, mais la société française, la société centrale canine ne recense pas l'American Bully comme un chien connu en France. Donc ces chiens-là peuvent être assimilables à des pitbulls, donc des chiens de première catégorie. C'est pourquoi il est nécessaire, en fait, entre l'âge de 8 et 12 mois, d'effectuer ce qu'on appelle une diagnose de catégorie. Donc la diagnose de catégorie, elle est réalisée par n'importe quel vétérinaire. Il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme spécifique ou de s'inscrire sur une liste départementale, contrairement à l'évaluation comportementale. Et en fait, tout simplement, on va appliquer l'arrêté du 27 avril 1999 qui définit ce qu'est un pitbull, donc un petit dog de couleur variable qui a une hauteur au garrot comprise entre tant et tant de centimètres, un périmètre thoracique entre tant et tant de centimètres, etc. On va simplement prendre les mesures du chien, prendre des photos et en s'appuyant sur l'arrêté, déterminer si le chien rentre ou non dans cette catégorie et donc est assimilable à un pitbull. Pour le Staffy, c'est un petit peu différent puisque pour le coup, c'est une race qui est reconnue en France, donc c'est le Staffordshire Bull Terrier. Et donc s'il est au LOF, pour le coup, il n'y a pas de question à se poser puisqu'il n'est pas inscrit dans la loi. Par contre, s'il n'est pas LOF, potentiellement, on peut avoir aussi une demande de diagnose à nouveau entre l'âge de 8 et 12 mois. Très bien. Tu nous as parlé de l'évaluation comportementale. Tu nous Oui. en as trop ou pas assez dit? Oui. Dis-moi. Alors effectivement, pour les chiens de catégorie, il y a une évaluation comportementale qui est obligatoire, qui doit être réalisée entre l'âge de 8 et 12 mois par un vétérinaire qui est inscrit sur les listes départementales. Donc là, pour le coup, pas tous les vétérinaires peuvent le faire, uniquement ceux qui vont demander en fait à s'inscrire sur les listes. L'évaluation comportementale est là pour déterminer le niveau de dangerosité du chien, qui va de 1 à 4. Et cette évaluation comportementale est ensuite enregistrée dans le fichier national d'identification des animaux, donc sur l'ICAD, et est également envoyée soit au propriétaire, soit au maire quand c'est une demande du maire, puisque l'évaluation comportementale est aussi bien réalisée sur les chiens de catégorie que sur la demande du maire pour un chien qui peut être considéré comme dangereux ou pour tous les chiens mordeurs également.
J'aimerais juste revenir avant de parler de tout ce qui est la procédure chien mordeur, la procédure sanitaire. J'aimerais bien reparler des chiens de catégorie. On a décrit ce que c'était, les Mhm. obligations, on va en reparler un peu, notamment la déclaration en mairie et le permis de détention. Donc, quels sont les documents que l'on doit justifier auprès de sa mairie et finalement les obligations qui en découlent. Je pense qu'il y a aussi le port de la muselière. Allez, Tout à tu vas fait. nous dire tout ça. Donc effectivement, déjà, pas n'importe qui, entre guillemets, ne peut avoir un chien de catégorie, puisqu'il faut absolument être majeur, ne pas être sous tutelle, avoir un casier judiciaire vierge, donc le bulletin numéro 2, et ne pas s'être vu déjà retirer un animal. À partir du moment où on répond déjà à ces critères-là, ensuite, une fois qu'on a l'animal, il faut qu'on réponde à plusieurs conditions. Donc d'abord, l'animal doit être identifié, il doit être vacciné contre la rage, donc ça c'est à partir de l'âge de 12 semaines. Avant, ce n'est pas possible, le vaccin est obligatoirement à partir de cet âge-là. Le propriétaire doit détenir une responsabilité civile qui est là pour couvrir les dommages potentiellement causés par l'animal. Il doit passer une attestation d'aptitude, donc qui est une formation qui évolue normalement sur 7 heures et qui doit donner beaucoup d'informations en fait sur qu'est-ce qu'est un chien de catégorie, comment fonctionne un chien, etc. Et il doit réaliser cette évaluation comportementale. Tous ces documents sont ensuite à fournir au maire pour avoir un permis de détention. Il peut être provisoire s'il est obtenu avant l'âge de 1 an, et à partir de l'âge d'1 an, en fait, le permis de détention devient définitif. Ces chiens-là, quoi qu'il arrive, doivent être toujours détenus en laisse et muselés sur la voie publique, dans les transports en commun, etc. Pour les chiens de première catégorie, il y a une petite particularité. On est obligé également de les stériliser. Donc il faut absolument qu'il y ait un certificat de stérilisation qui soit fourni par le vétérinaire en plus. Tu veux peut-être nous dire quelques mots sur le caractère justement de ces chiens de catégorie Oui. qui souvent souffrent du délit de mauvaise gueule. Pour autant, ça peut être des chouettes loulous de famille. Tout à fait. Effectivement, en fait, c'est une loi qui s'est basée tout simplement sur tous les faits divers qui existaient, et notamment, c'est des chiens qui ont été beaucoup repérés dans les combats de chiens à l'époque, mais en réalité, beaucoup d'études montrent actuellement qu'il n'y a pas de chiens de race plus dangereuse que d'autres. Donc ces chiens-là ne présentent pas plus de danger qu'un autre. C'est comme d'habitude, en fait, tout vient de la façon dont on éduque son chien. Tout à fait. Merci beaucoup, Océane. J'aimerais bien revenir sur la procédure dite sanitaire chien mordeur ou chien griffeur. Mais je crois que ce ne sont pas que pour les chiens. Tout à fait. Effectivement, cela concerne tous les carnivores domestiques, donc chiens, chats et furets. Si on a une morsure ou une griffure, donc sur un humain, uniquement sur un humain, on a une procédure chien mordeur, qu'on appelle souvent chien mordeur, mais en réalité c'est également pour le chat et le furet, qui s'applique. Donc en fait, l'animal doit être présenté dans les 24 heures suivant la morsure auprès d'un vétérinaire qui est sanitaire, donc qui a une habilitation sanitaire, et qui va déterminer au cours de cette visite quel est l'animal qui est présent devant lui, donc à travers la lecture du transpondeur électronique, de la puce électronique, et déterminer si l'animal présente ou non des signes en faveur de leur âge. Il devra le revoir également 7 jours après la morsure et 15 jours après la morsure. Pourquoi est-ce qu'on a ce délai de 15 jours? C'est quand même important de l'expliquer. C'est parce qu'on sait que si l'animal ne décède pas dans les 15 jours qui suivent la morsure, cela signifie qu'au moment de la morsure, il n'était pas excréteur de la rage. D'accord? Mais on n'exclut pas complètement que l'animal soit porteur. Simplement, il n'y a plus de danger pour la personne mordue. Que l'animal soit vacciné ou pas contre la Oui, rage, il y a cette obligation donc de suivi de procédure chien mordeur. tout à Et fait. tu me confirmes que c'est bien le maire donc qui doit être le premier informé de la morsure et qu'il y a ce suivi, Oui, tout à fait. que ce soit pour des morsures ou pour des griffures Oui, de chats, de chiens et de furets. oui. À partir du moment où il y a une effraction cutanée, tout à fait, il y a un risque de transmission de la maladie. Très bien, merci beaucoup. Avec plaisir. Caroline, nous sommes régulièrement confrontés en fait à des associations qui s'insurgent contre des cirques qui vont s'installer dans des villes, dans des villages, et donc qui s'adressent aux maires en l'incitant à refuser finalement l'installation. Quel pouvoir a le maire là-dedans? Alors, le maire ne peut pas s'opposer à l'installation d'un cirque au seul prétexte qu'il fait usage d'animaux vivants
tels que les hippopotames ou ce genre d'animaux, ou lions ou tigres. Donc il a obligation de délivrer l'autorisation d'installation. Bien évidemment, certains essayent de contourner un peu ce texte-là en employant d'autres artifices pour interdire l'installation. Malheureusement, c'est un peu compliqué. Depuis 2021, une loi est passée n'autorisant que la détention maintenant des animaux et interdisant par définition l'acquisition et la reproduction. Et en 2028, nous aurons la chance, parce que je pense que c'est une chance, d'interdire les animaux dans les cirques, notamment les animaux sauvages. Tout à fait. Et donc, de nombreux amis des animaux réfléchissent déjà au devenir de ces animaux qui ne seront plus dans les cirques, mais de les mettre dans des sanctuaires. Voilà, il y a toute une réflexion C'est ça. là-dessus. J'aimerais maintenant parler avec toi de tout ce qui est les marchés. Donc la vente en plein air, les marchés, est-ce que l'on peut, dans un marché local ou artisanal, vendre des animaux vivants? Alors, il n'est plus autorisé, il n'est plus possible de vendre, d'exposer en tout cas des animaux vivants au-delà d'une installation ou d'un marché spécifique prévu à cet effet. Mais en tout cas, dans les nombreux marchés de France qui couvrent un peu les collectivités, il n'y a plus lieu de voir soit des ventes de chiots, ou de chatons, ou même de coqs, ce genre de choses. Tout ça n'est plus autorisé en dehors d'une réglementation spécifique. Oui, il y a des conditions sanitaires, des conditions de détention, d'exposition. On voyait parfois des animaux en plein soleil C'est toute ça. une journée dans des mauvaises conditions qui généraient finalement de la souffrance. Donc tout ça est bien réglementé et réservé donc à des marchés spécifiques. Donc on parle de marché, donc c'est interdit donc de vendre et de proposer à la cession les animaux sur des lieux publics comme des marchés, mais aussi dans la rue. Et là, spontanément, je pense donc à la vente à la sauvette, qui est un nouveau délit. Et je propose de poser la question à Marion. Je te remercie beaucoup, Caroline. De rien, Céline. Donc Marion, tu vas nous parler maintenant de la vente à la sauvette. Qu'est-ce que ce nouveau délit? Oui, tout à fait, Céline. Effectivement, ce qu'on appelle la vente à la sauvette, en fait, c'est le fait d'exposer. Alors, à l'origine, c'est des biens, hein, mais aujourd'hui, les animaux en font partie, hein, d'exposer sur un lieu public un animal destiné à la vente comme ça. Donc, c'est réprimé effectivement et prévu par l'article 446-1 du Code pénal. C'est un nouveau délit qui est puni de 6 mois d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. Et cet article interdit toute vente d'un animal, chien, chat ou autre nac, hein, dans n'importe quel lieu public. Donc l'objectif de ce délit est d'éviter toute condition de détention déplorable de l'animal dans un lieu public et également les achats impulsifs de tout animal de compagnie. Merci beaucoup, Marion. Avec plaisir, Céline. Un grand merci pour votre soutien, votre implication, votre intérêt pour cette information. Désormais, vous êtes un précieux maillon de cette chaîne donc, qui lutte contre la maltraitance animale. Avec grand plaisir, on vous invite à réaliser dans le petit quiz pour évaluer les acquis. Et si vous avez 9 sur 10 ou 10 sur 10, l'association Les 4 Patounes sera très heureuse de vous envoyer une petite plaque personnalisée Mère de France, Amis des animaux, signée Les 4 Patounes. On compte sur vous. Merci.